Alors comme promis, donc normalement quand la vidéo sortira, ça fera déjà un mois que je suis au Japon. Donc sur les recommandations de Charlotte, j'ai entamé cette vidéo de foire aux questions. Vous m'avez posé vos questions sur Facebook et il y en a quelques-unes, je pense que ça va être compliqué d'y répondre, mais en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux. Comment ça s'est passé pour faire traduire ton permis au Japon ? En fait, quand on est français, pour faire traduire son permis au Japon, c'est hyper facile. On ne peut pas passer le permis de conduire international parce qu'il n'est pas reconnu au Japon. Donc en fait, on va au Japon avec son permis de conduire français. On va à la JAF, qui se trouve à Tokyo. JAF veut dire Japan Automobile Fédération, soit en français Fédération Automobile Japonaise. On y va avec notre permis de conduire français. On donne le permis, ils nous font remplir un petit papier. Ce qui est cool, c'est que pour les gens qui parlent pas japonais mais qui parlent quand même anglais, les gens sur place parlent anglais. Donc moi je me rappelle qu'en 2018, ça m'avait vachement aidé. Ah, il y a le train qui passe. Là, cette fois-ci, ils me l'ont envoyé par la poste, donc je l'ai reçu au bout de 3 jours, je crois. Et ensuite, avec ce papier en fait de traduction du permis, on peut louer une voiture ou même acheter une voiture si jamais. Par contre, ce permis, il est valable qu'un an. Si jamais je reste plus longtemps au Japon et que je veux toujours conduire, là, je serai obligé de passer à une espèce de mini-examen genre c'est un contrôle médical et puis 2-3 manœuvres pour pouvoir avoir le permis japonais qui lui est valable 5 ans et tous les 5 ans, il faut payer un truc pour le renouveler. As-tu eu des problématiques au cours de ton premier mois? La langue, les regards des gens, tes démarches administratives? Alors, maintenant je parle quand même assez bien japonais pour pouvoir m'en sortir assez facilement et puis avoir de bonnes interactions avec les gens. Quand j'étais à Osaka, Yuli m'a invité dans sa famille pour l'anniversaire de son neveu et donc là j'ai pu rencontrer le papa de Yuli qui ne parle que japonais, qui parle très très vite. Franchement ça va, je me suis plutôt bien démerdé. Il y a des moments où c'était un peu compliqué et je comprenais pas trop le vocabulaire qu'il utilisait, mais en fait j'arrivais à choper plutôt bien l'idée et du coup à lui répondre. Donc on a eu un vrai échange, c'était vraiment très très sympa et puis j'ai l'impression qu'il était content de parler avec un étranger. Le regard des gens, pas vraiment, on est au Japon donc en fait les japonais regardent pas trop les gens, sauf les enfants bien entendu, mais ça c'est un petit peu comme chez nous, les enfants ils ont pas vraiment de filtre. Je suis plutôt bien accueilli et en fait quand certaines personnes vont me regarder avec un peu d'insistance, si jamais je leur parle en japonais tout de suite ils se détendent et puis du coup ils discutent. Je pense que c'est plutôt des regards curieux que désagréables ou comme on pourrait avoir en France où vraiment les gens ils vont juger. Là c'est plus ils vont se demander ce que je fais ici et non, les quelques regards que j'ai eu c'est des gens qui sont un petit peu curieux et si jamais tu dis bonjour avec un sourire, les gens sont contents, ils te font un sourire, ils disent bonjour et ils passent à autre chose quoi. Les démarches administratives c'est plutôt simple à partir du moment où on parle japonais. Et puis franchement quand on voit le système administratif français, dans l'idée ça va. Alors d'où vient le Leikin exactement et pourquoi? Honnêtement j'en ai pas la moindre idée. La première est basée sur les conséquences du grand tremblement de terre de Tokyo en 1923. À l'époque, comme beaucoup de gens ont perdu leur maison, il y a eu brusquement une forte demande sur le marché de l'immobilier. Du coup, les propriétaires auraient en quelque sorte profité de cet état de fait pour instaurer un système de priorité avec le requin. Entendez donc par là les plus riches d'abord. L'autre hypothèse repose sur les effets de l'exode rural durant la période de haute croissance, à partir des années 1960. Les familles envoyaient leurs fils étudier à Tokyo et payaient une certaine somme au propriétaire pour qu'il veille sur lui. Occupez-vous bien de mon fils. De ce point de vue-là, le requin paraît aller de soi. Comment as-tu rencontré ce beau monde avec qui tu as passé du temps? Juliette, Aude et Laura, ce sont des amis que je me suis fait quand j'étais au Japon en 2018-2019 quand je travaillais au Jardin Gaulois. C'est des amis avec qui on travaillait sur place. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on est amis et on a gardé le contact et c'est pour ça qu'on continue de se voir. Yuli et Sowa, alors initialement Yuli c'est une correspondante que j'avais trouvée sur l'application, grâce à l'application HelloTalk qui en fait met en relation des gens qui apprennent des langues étrangères. Donc Yuli apprend le français, moi j'apprends le japonais et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés directement sur HelloTalk. Ça fait 1 an et demi qu'on s'appelle toutes les semaines entre 1 et 2 heures, plutôt 2 heures par semaine je dirais. Et en fait depuis on est devenus amis, elle m'a invité chez elle à Osaka et voilà, maintenant c'est plus une relation amicale qu'une relation d'étude de la langue. Est-ce que ça a été galère à trouver ton logement? Je pense que si j'avais pas eu Juliette, oui. Mais en fait, vu que j'ai Juliette, non, ça a été très facile. Elle a eu 2 agences immobilières
au téléphone. Et voilà, ça a été très rapide. Je suis arrivé le mercredi au Japon et le lundi après-midi, je signais mes papiers pour reprendre cet appartement. Donc non, ça a été plutôt facile, mais je suis pas un bon exemple, parce que j'ai de la chance. À la base, moi j'avais commencé à faire les démarches en envoyant des mails à l'agence immobilière, sauf qu'en fait, vu que j'étais en France et que mon numéro de téléphone était français, ils m'ont jamais recontacté. Est-ce que les Japonais acceptent bien les étrangers dans leur pays? Alors oui et non. Votre explication ne me suffit pas. Parce que, enfin, moi, de mon expérience, oui, plutôt, ça se passe plutôt bien. Les Japonais, en général, sont pas vraiment contre les étrangers, en tout cas de mon expérience, parce que oui, il y a quand même beaucoup de racisme au Japon. Historiquement, le Japon, à un moment, a eu une grosse période où il était fermé à l'extérieur. Donc en fait, il y avait que des Japonais et quelques étrangers, mais enfin, des expatriés, mais il y en avait vraiment très peu. Donc en fait, le Japon commence à vraiment s'ouvrir au monde assez tardivement. C'est une île, mais c'est une île qui est loin du reste du monde. Mais en soit, les habitants du Japon sont pas spécialement fermés aux étrangers, même au contraire, ils sont plutôt intéressés. En tout cas, je continue de le dire, ça reste mon expérience, faut pas en faire une généralité. Après, le gouvernement, c'est autre chose. Il y a des grosses restrictions pour les visas de travail, les visas permanents. C'est une grosse tannée si jamais on veut travailler au Japon et on veut vivre au Japon. Il y a pas mal de cases à cocher. Par exemple, si on n'est pas diplômé et qu'on parle pas japonais, au Japon, il y a très peu de chances qu'on puisse y travailler. Parce que c'est pareil, si jamais on commence à travailler sans diplôme au Japon, on sera tout le temps au même niveau. Donc en fait, on va toujours faire un boulot plus ou moins précaire avec très peu de chances d'évolution. Donc c'est moyen intéressant quoi. Comment es-tu accueilli au Japon vis-à-vis de tes tatouages? Est-ce qu'il y a des lieux où tu n'as pas le droit d'aller à cause de ça? Vis-à-vis de mes tatouages, ça va, parce que je suis étranger. Donc les Japonais savent qu'à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui ont des tatouages. Donc tu vas avoir moins de discrimination par rapport au fait d'être tatoué touriste étranger que d'être japonais tatoué au Japon. Si je cherche un travail, je vais être obligé de les cacher mes tatouages. Il y a quand même très peu de boulot où tu peux arriver avec autant de tatouages que j'ai, surtout apparents. Donc c'est pour ça que quasiment tous mes tatouages sont cachables. Est-ce qu'il y a des endroits où je n'ai pas le droit d'aller? Effectivement, il y a beaucoup de onsen dans lesquels je n'ai pas le droit d'aller parce que historiquement c'était interdit aux personnes tatouées pour éviter les yakuza. En fait, on appelle onsen tout ce qui utilise des eaux volcaniques, des eaux qui sont chauffées naturellement au Japon. Si vous ne le savez pas, le Japon c'est un immense volcan en fait. Cette eau-là, en fait, a des particularités thérapeutiques. Au Japon, tout le monde y va. Et en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont mal à l'aise avec les tatouages. Donc se baigner dans le même bain que quelqu'un qui est entièrement tatoué, certains Japonais sont quand même assez dégoûtés. Et je sais aussi qu'il y a des plages qui sont interdites aux gens tatoués. On avait pu en faire l'expérience en 2018 dans une plage qui était pas loin d'Osaka. J'ai une amie qui faisait du hot yoga. C'était des cours collectifs. Un jour, elle a eu un petit mot dans son casier à chaussures lui disant qu'il fallait qu'elle cache ses tatouages parce que ça gênait les clients. Je sais qu'il y a des salles de sport qui sont interdites aux gens tatoués. Il y a des piscines municipales aussi qui sont interdites aux gens tatoués. Donc oui, en y réfléchissant, il y a quand même pas mal d'endroits où je peux pas aller. Exemple de panneaux courants signalant l'interdiction des tatouages dans certains lieux. Mais on se débrouille. Par exemple, j'ai le droit d'aller dans tous les sento. Les sento, c'est les bains publics. Et tatoué ou pas tatoué, il n'y a aucune restriction là-dessus et j'ai jamais eu de problème pour aller dans les sento. En tant que vegan, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile qu'en France de te nourrir au Japon? Eh ben non. En fait, en 2018, c'était un peu plus galère, mais maintenant, en 4 ans, ça a énormément changé. Il y a des simili, machin. Bon après, moi, c'est pas un truc que je mange de base, mais par contre, il y a même du vegan cheese, et ça, franchement, j'étais hyper étonné. Que pas franchement dégueulasse. Ça va, c'est Violife, là, on a la même marque en France. Ensuite, ben, au Japon, du tofu, il y en a partout. Il coûte très peu cher. Je l'ai vu entre 35 et 75 yens le bloc de tofu. Les légumes, il y a pas mal de légumes quand même qui sont pas chers, surtout qu'en plus maintenant je suis à la montagne et à la campagne, donc il y a des champs partout, donc les légumes sont quand même vachement moins chers que sur Tokyo. Le riz il est un peu plus cher qu'en France, et encore un peu plus cher avec le taux du yen maintenant. Genre moi mes 5 kilos, je les ai à 1200 yens, donc non franchement pour du bon riz. Après, quand j'étais sur Tokyo, des restaurants vegan, il y en a partout, et il y a des options vegan maintenant un petit peu partout aussi, donc c'est chouette. J'ai pas trop galéré pour aller au resto. Bon, les combini c'est un petit peu plus chiant parce que vu que c'est des trucs qui sont déjà préparés, il y a souvent du dashi dedans, une espèce de préparation à base de poisson qu'ils mettent dans quasiment toutes les sauces. À part ça, ça va. Les restaurants bouddhistes souvent font de la bouffe vegan / végétarienne.
Shinriri est le nom d'un assortiment de plats végétaliens servis traditionnellement dans des temples et sanctuaires japonais, ainsi que dans les temples du bouddhisme zen. Pour se nourrir au Japon, ça va. Et qu'est-ce qui t'a étonné le plus au Japon depuis la dernière fois que tu y es allé? Maintenant, il n'y a plus aucun japonais qui me parle anglais. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai l'air plus à l'aise en japonais ou moins perdu, ou alors grâce au JO, mais vraiment, c'est hyper rare que des japonais me parlent anglais. Alors qu'en 2018-2019, dès que je posais une question à quelqu'un dans la rue, tout de suite on me parlait en anglais. Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est vraiment la chose qui m'a énormément étonné, effectivement, depuis que je suis revenu au Japon. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des changements notables? Par exemple, prix de la vie en général, changement de perception suite au Covid ou autre? Le prix de la vie en général, oui, on est allé au Torikizoku. En fait, le Torikizoku, avant la bière était à 100 yens et maintenant, non. Non, c'est devenu super cher. Genre, c'est entre 2 et 300 yens. Mais bon, je me demande si c'est pas à cause de l'inflation comme on a eu en France. C'est peut-être lié, j'en sais rien. Mais ouais, le prix de la vie a pas mal changé. Et l'essence, le litre est à 172 yens, je crois. Vachement moins cher qu'en France. Changement de perception suite au Covid, ça franchement, j'en sais rien. Ah, si, le changement qu'il y a, c'est que maintenant, il y a du savon dans les chiottes. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'en 2018-2019, la plupart du temps, dans les toilettes publiques, alors c'est toujours ultra propre, il y a du PQ, machin, c'est nickel, mais il y avait très rarement du savon. Alors que maintenant, il y a du savon et en plus de ça, du gel hydroalcoolique. En France, la mentalité a du mal à évoluer pour accepter les personnes transgenres, homosexuelles. Est-ce qu'au Japon, les citoyens sont plus ouverts? Alors ça, honnêtement, je saurais pas dire. Le mariage homosexuel au Japon n'est toujours pas accepté. Il y a eu une requête qui a été faite par Sapporo il y a quelques mois où justement ils avaient demandé à ce que soit légalisé le mariage entre personnes du même sexe. Ça a toujours du mal à avancer. En fait, ça fait des années et des années que la droite est au pouvoir au gouvernement japonais et ça, c'est le genre d'idée qui a du mal à passer généralement. Je sais qu'il y a un homme transgenre, Tomoya Hosoda, qui a été donc le premier homme transgenre élu au Japon, donc dans la ville d'Iruma, et il a été élu conseiller municipal de la ville. Et pour en avoir parlé avec une amie japonaise qui est féministe et qui fait des études de genre et des études sur le féminisme, elle m'a dit quand même que les mentalités au Japon évoluent beaucoup plus facilement pour les questions de transidentité que pour les questions de sexisme. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Je sais qu'il y a certaines écoles au Japon, au lycée par exemple, on est obligé d'avoir, enfin il y a plein d'écoles dans lesquelles on est obligé d'avoir un uniforme. Et il y a certaines écoles, je crois qu'il y en a eu plus d'une en tout cas, qui acceptent que les enfants mettent l'uniforme qu'ils veulent. Donc que ça soit un uniforme féminin, même si notre apparence de genre est masculine ou l'inverse. Donc sans vraiment poser de questions. En 2023, plus de 800 établissements se sont dotés d'uniformes non genrés. Financièrement, la vie est-elle plus compliquée au Japon? Non, ça se vaut, c'est les prix. Vraiment, c'est les prix de la France. Il y a certains trucs qui sont un peu plus chers, genre les fruits. Par exemple, vous voyez, cette petite grappe de raisin, elle va vous coûter 5 €. Les deux pêches ici, elles vont vous coûter 6,50 €. Tu vas acheter ta mangue à 4,50 €. Là, t'en as même une variété de mangue qui va te coûter 10 € carrément. Une autre variété de raisin, cette fois-ci à 25 € la grappe. Le petit bout de melon va te coûter 4 €. Tes 3 figues, elles, vont te coûter 5 € et quelques. 5-6 fraises, ça va te coûter 4,50 €. Ton tout petit paquet de myrtilles, lui, 4 €. Je crois que du coup, il ne me reste plus qu'à me rabattre sur les tomates, il paraît que c'est aussi un fruit. Ah non mais attendez, 3,20 € les 4-5 tomates. Bon du coup on va manger des bananes, le seul fruit abordable vraiment au Japon. Et puis ça se voit au niveau du rayon, puisque tes 4-5 bananes vont te coûter 1,50 €, ça va. L'électricité je sais pas, je l'ai pas encore payé, je la paierai le mois prochain. Je pourrais en parler à ce moment là. L'eau je sais pas, parce que du coup l'eau je la paye pas dans mon appart, donc c'est cool. Je paye pas internet non plus. Mon abonnement téléphonique, genre j'ai 20 gigas par mois en data et je suis à 1975 yens, un truc comme ça. Je sais juste que l'autoroute est hyper chère au Japon, ça coûte vraiment une blinde. Tokyo Tsuru, 4000 yens à peu près. Mais genre en gros si on n'avait pas pris l'autoroute on aurait mis 4 heures. Les paquets de clopes sont vachement moins chers. Genre j'ai vu un paquet de clopes de Lucky Strike à 450 yens. Quelles sont les plus grosses différences remarquées entre le Japon et la France concernant la propreté, la vie active, les mentalités? Pour prendre pour exemple Tokyo, par rapport à Paris, oui c'est plutôt propre, mais en fait genre c'est propre les endroits qui sont touristiques. Si jamais on va dans les petites ruelles ou quoi, c'est crade comme à Paris, il y a des sacs de canettes qui traînent, il y a des poubelles, donc non. Le métro est ultra propre, personne mange dedans, il n'y a rien qui traîne.
Genre les seuls rats que j'ai vus c'était dans les parcs, je les ai jamais vus dans les métros. Les endroits qui accueillent énormément de public, c'est ultra propre. Il y a des chiottes publiques partout, elles sont propres, il y a du PQ. C'est hyper rare de tomber sur des chiottes crades, ça arrive, mais bon, c'est assez rare, alors qu'en France c'est genre tout le temps, quand il y a des toilettes publiques. La vie active, bah personnellement j'ai juste fait des alubaito moi quand j'étais là, donc du coup je l'ai pas trop vécu. Après bah je sais qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à vivre avec leur retraite, donc du coup qui sont obligés de travailler après la retraite. Ça c'est un gros problème au Japon. Les mentalités, bah j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec pour la question de l'homosexualité et des personnes transgenres. J'ai pu discuter avec des gens qui étaient ultra féministes et qui vont être hyper activistes en termes de véganisme au Japon, avec des japonais. Alors que je peux aussi tomber sur des gens ultra réac. On peut sortir d'une bouche de métro et puis avoir un petit camion avec des gens qui sont anti-coréens ou anti-chinois et qui arrêtent pas de gueuler dans leur mégaphone qu'il faut foutre les Coréens en dehors du Japon parce que c'est eux qui veulent le travail et que c'est eux qui créent de l'insécurité et blabla. Donc non, il y a les mentalités, c'est comme en France. Comment est la vie politique au Japon? Quel est le ressentiment là-bas des citoyens vers leurs dirigeants? Alors, la vie politique au Japon, bah, ça fait des années que la droite est au pouvoir, donc bah, en termes de progressisme, ça avance pas beaucoup. On va dire que la plupart des gens sont plutôt apolitisés maintenant. En gros, ils sont résignés et il y a de moins en moins de personnes qui votent. Les gens attendent juste que ça passe en fait et ils se disent bah là pour le moment ça va, c'est plutôt pas trop mal, donc bah on va rester comme ça et puis on verra. Est-ce qu'il y a des manifestations contre le gouvernement comme en France? Non, clairement non. Au Japon, les gens rigolent justement de ce qu'on fait en France parce que pour eux c'est impressionnant les grosses manifestations qu'on arrive à faire sur plusieurs mois, notamment là avec contre la réforme des retraites. Ils en ont quand même beaucoup parlé au Japon et vraiment les Japonais sont assez ébahis de ce qu'on arrive à faire et de cette mobilisation énorme. Non, eux ils manifestent pas. Il y a eu une petite manifestation l'année dernière, c'était un hôpital et je crois qu'ils étaient à peine 15 avec un petit brassard noir devant l'hôpital avec des pancartes et c'est tout quoi. Même la Pride au Japon elle est plutôt petite. Elles sont de plus en plus grandes tous les ans parce qu'il y en a dans plusieurs villes, mais on est encore sur des tout petits trucs quoi. Il y a eu une époque où il y avait des grosses manifestations, mais c'est plus le cas maintenant. মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর। Donc voilà, en tout cas bah, c'est super sympa d'avoir joué le jeu, merci beaucoup et j'espère que j'ai pas dit trop de conneries.